Bonjour et bienvenue dans Fertilité, le grand décryptage. Je suis le docteur Chloé Tran, gynécologue obstétricienne et cofondatrice de la Maison de la Fertilité. Aux côtés du professeur Dominique de Ziegler, gynécologue obstétricien et expert international en médecine de la reproduction, nous explorons ensemble les mécanismes de la fertilité à la lumière des dernières avancées scientifiques pour mieux comprendre et expliquer ce qui influence la conception. Ensemble, nous allons décrypter la fertilité. Bonjour professeur, aujourd'hui nous allons parler de fertilité après 40 ans. Alors, qu'en est-il de la fertilité après 40 ans? Bonjour Chloé, c'est un honneur pour moi de participer à ces podcasts de la Maison de la Fertilité. Et la question de la fertilité après 40 ans est cruciale car effectivement, beaucoup de femmes repoussent l'âge auquel elles désirent avoir des enfants. Alors, il est un fait tout à fait injuste, mais qui est indéniable, c'est que la fécondité des femmes diminue avec l'âge. Euh, Ce qui est absolument incroyable, c'est que la jeune femme obtient son maximum d'ovules ou d'ovocytes avant même la naissance, vers la 22e semaine de grossesse, et qu'à partir de cette date, donc avant la naissance, le nombre diminue. À 22 semaines, le fœtus féminin a environ 5 millions d'ovules. À la naissance, il n'y en a plus que 2 millions. Et à la puberté, la fillette, la jeune fille, a environ 400 000 ovules. Donc on voit que la majorité de la perte a lieu avant même que la femme puisse s'en servir, puisque la majorité de la perte a lieu avant la puberté. Pourquoi les choses sont organisées comme ça, c'est un mystère, on n'a aucun contrôle. Un jour peut-être on pourra retarder cette baisse des nombres d'ovules, et pour l'instant on n'y peut rien, et c'est un fait. Après la puberté, la perte progressive est d'environ 10 à 20 ovules par mois, et cette perte est totalement indépendante du fait que la fonction ovarienne soit active, que la femme ovule chaque mois, ou qu'au contraire, la fonction ovarienne soit bloquée, comme par exemple si la femme prend la pilule contraceptive, ou si elle est enceinte, ou si elle allait. Dans tous les cas, la perte est la même. Elle est d'environ 10 à 20 ovules par mois. À l'heure actuelle, nous ne connaissons absolument pas le ou les mécanismes qui contrôlent cette perte, ce qui est progressive avec l'âge, cette perte des ovules, et nous n'avons pour l'instant aucun moyen de la ralentir. Euh, un jour peut-être, ce moyen arrivera. Les inventions fondamentales en médecine ne s'annoncent pas forcément à l'avance. La découverte des antibiotiques n'a pas pu être imaginée avant qu'elle arrive. Une découverte est peut-être à l'orée du bois pour contrôler cette perte des ovules, mais pour l'instant, nous n'en savons rien. Alors, professeur, après 40 ans, quelles sont les chances de grossesse naturelle? Alors, c'est une excellente question, pour différentes raisons. D'abord, parce que les femmes repoussent l'âge auquel elles ont des enfants. Et si on regarde les chiffres qui existent en France actuellement, on a en fait une remontée de la fécondité tardive qui fait que en 2019, il y a 3,4 fois plus d'enfants nés après 40 ans que c'était le cas en 1980. Euh, cette augmentation, bien sûr, qui survient du nombre de grossesses chez les femmes de plus de 40 ans, concerne en général des femmes qui ne sont pas infertiles, concerne en général des femmes qui ont déjà eu des enfants, mais il y a indéniablement des grossesses après 40 ans. De manière intéressante, en France, la fécondité tardive est plus importante chez les femmes étrangères. Par exemple, les femmes en Espagne et au Portugal ont plus d'enfants lorsqu'elles immigrent en France que ce qu'elles en ont avant. Je parle bien sûr des grossesses après 40 ans. Il en est de même pour les femmes qui viennent des pays de l'Europe de l'Est, mais j'insiste sur le fait que si ces grossesses tardives sont rassurantes, il s'agit dans la plupart des cas de naissances qui sont issues de couples qui ont déjà des enfants, de couples qui ne sont pas infertiles, et probablement, ce n'est pas certain, mais probablement que la fertilité diminue moins vite chez les femmes qui sont fertiles et qui ont déjà eu des enfants.
Alors, après 40 ans, faut-il attendre la grossesse spontanée ou avoir recours à l'AMP? Ça, c'est la question. Euh, la réponse à cette question se base sur le fait que si le couple décide d'avoir recours à l'AMP, alors, selon l'expression simple, il faut jouer pour gagner et il ne faut pas attendre. Dans le cas de l'infertilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation est différente de celle des couples qui sont fertiles et les chances de succès de la PMA diminuent rapidement avec l'âge. Par conséquent, un couple qui envisage de faire une PMA, s'ils envisagent de le faire à 40 ans, il ne faut pas le faire à 41, il faut le faire tout de suite parce que les chances diminuent. À la suite du transfert d'un embryon au 5e jour, ce qu'on appelle un embryon blastocyste, qui sont les meilleurs embryons, les chances de grossesse chez une femme de 42 ans ne sont que de 2,3%. Il ne faut pas attendre. Il faut avoir recours à la PMA si on cherche à avoir un enfant, qu'on est infertile et qu'on n'a pas eu d'enfant auparavant. Et c'est indéniable que le recours à la PMA ne doit pas être repoussé. Très bien, professeur, merci, c'est très clair. Peut-on devenir enceinte à la suite d'un échec de fécondation in vitro survenu après 40 ans? Bien sûr, dans la vie, tout arrive, et les surprises y compris. L'échec de 4 tentatives de PMA, ce qui sont le nombre de tentatives qui sont remboursées par la Sécurité sociale en France, peuvent aboutir à 4 échecs. Et donc, la femme se trouve dans une situation difficile. Les couples doivent continuer à essayer de concevoir. Les grossesses spontanées ne sont pas fréquentes, mais elles peuvent avoir lieu. Et par conséquent, il ne faut pas abandonner. Si l'utérus est anatomiquement normal, la capacité de l'utérus à recevoir l'embryon ne diminue pas. Par conséquent, dans les cas des échecs répétés chez les femmes de 40 ans, il faut aussi penser aux possibilités de succès dues au don d'ovule, qui lui, par contre, est spectaculaire, puisque une femme de 40 ans qui devient enceinte avec un don d'ovule a des chances qui sont supérieures à 50% de devenir enceinte, de porter un enfant, de donner la vie, de permettre à son mari d'être père grâce à elle. Donc le don d'ovule est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qui est une option à envisager lorsque les autres ont échoué. Très bien, nous réserverons un podcast à ce sujet très intéressant. Et donc, après 40 ans, quel est votre conseil? Après 40 ans, il faut savoir si on envisage de don, c'est tout pas, il faut y penser. Il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur le fait que ça ne sera pas mon enfant, ce que certaines femmes vont dire. Euh, L'enfant qui naît n'est jamais, ne nous appartient jamais. Ceux qui ont eu des enfants, vous faites partie du lot, Chloé, le savent, les enfants sont eux-mêmes. Par conséquent, le don d'ovocytes est un outil fantastique qu'il faut envisager. Et de plus, on sait aujourd'hui qu'il existe des échanges génétiques entre la mère qui porte l'enfant et l'enfant lui-même. Et que, par conséquent, même si ce ne sont pas les ovules de la mère, il y a des liens génétiques, on appelle ça épigénétique, entre la mère et l'enfant. Il faut penser au don d'ovules, il faut rassurer les gens, il faut rassurer les femmes sur le fait que les résultats sont excellents et que d'une manière générale, le succès des couples, le bonheur des couples est excellent. Merci, professeur, et à très vite pour un prochain épisode de la fertilité, le grand décryptage. À bientôt.